Bienvenue dans l'échange. Nous avons aujourd'hui sur la table un document qui pourrait bien bouleverser l'architecture de la diplomatie mondiale. C'est la charte d'un nouvel organisme, le Conseil de la paix. C'est une proposition qui fait déjà beaucoup de bruit en coulisses. Des agences comme Reuters, par exemple, évoquent une grande prudence chez les dirigeants et même de réelles craintes pour l'ONU. Alors la question qui nous anime aujourd'hui, elle est la suivante. Ce conseil est-il une réponse agile et pragmatique, peut-être attendue depuis longtemps pour pallier les faiblesses des institutions actuelles, ou bien, sous couvert d'efficacité, instaure-t-il une structure de pouvoir, disons, dangereusement centralisée qui menace l'ordre multilatéral? Pour ma part, je défendrai l'idée que cette charte est une innovation courageuse et même nécessaire. Un modèle de maintien de la paix en fait axé sur les résultats. Et de mon côté, je soutiendrai la position inverse. Loin d'être une solution, ce projet est pour moi une menace. La structure de gouvernance qu'il propose concentre un pouvoir exorbitant et surtout sans aucun contrepoids, ce qui heurte de front les principes fondamentaux de la coopération internationale. Mon point de départ est simple en fait. C'est un constat d'échec. Le préambule de la charte l'affirme très clairement, il faut, je cite, « s'écarter des approches et des institutions qui ont trop souvent échoué ». C'est une reconnaissance, je pense, lucide, que le statu quo n'est plus tenable. Face à la paralysie de certains mécanismes, cette charte propose un vrai changement de paradigme. Elle vise à rendre aux populations la maîtrise de leur destin, à les aider à s'approprier leur avenir pour sortir de la dépendance perpétuelle. Le modèle, il est fondé sur ce que le texte appelle une coalition d'États volontaires. L'engagement est donc la clé. La participation est volontaire, comme le précise l'article 2.1, et le retrait est possible à tout moment, sans délai ni condition, selon l'article 2.4. C'est une souplesse totale. Et surtout, la souveraineté nationale est scrupuleusement respectée. L'article 2.2b garantit qu'aucun État ne peut être forcé de participer à une mission contre son gré. C'est un club de nations qui veulent agir ensemble pour un objectif clair, défini à l'article 1. La stabilité et une paix durable. Et sur le papier, c'est vrai, ces mots sont séduisants. Mais quand on plonge vraiment dans les articles de cette charte, le tableau qui se dessine est radicalement différent. Ce n'est pas une coalition d'égaux que l'on voit émerger, mais une pyramide de pouvoir au sommet de laquelle se trouve une seule et unique figure, le président. Son pouvoir est vertigineux. Prenons les choses dans l'ordre. C'est lui qui invite les États à devenir membres, selon l'article 2.1. C'est lui qui décide seul de renouveler ou non leur mandat de 3 ans, comme le stipule l'article 2.2c. Il peut même, et c'est fou, aller jusqu'à révoquer un membre, d'après l'article 2.3. Mais attendez, cette révocation est soumise à un vote des 2/3. Il y a bien un garde-fou là. Un garde-fou très théorique. En pratique, il faudrait une majorité écrasante pour s'opposer à sa volonté. Mais ce n'est que le début. Au sein même des organes de décision, son pouvoir est sans partage. Le Conseil, qui est censé être l'organe directeur, peut voter à la majorité, mais l'article 3.e précise que toute décision est soumise à l'approbation du président. Un simple nom de sa part et la décision est caduque. C'est un droit de veto absolu. Et comme si ça ne suffisait pas, l'article 3.3 lui donne le pouvoir de nommer son propre successeur. Mais le point culminant, la clé de voûte de cet édifice autoritaire, on la trouve à l'article 7. Et là, je cite, « Le président est l'autorité finale en ce qui concerne la signification, l'interprétation et l'application de la présente charte. » En d'autres termes, il n'y a pas de cour, pas le tribunal arbitral, pas d'organe de recours. Il est jugé parti. C'est lui qui crée la règle et c'est lui seul qui dit ce qu'elle signifie. Traité comme une dérive autoritaire, ce qui est en réalité la condition même de l'efficacité. Le but de cette structure, sa raison d'être, c'est précisément l'agilité. Le préambule l'annonce clairement, créer un organisme plus agile et plus efficace. Les institutions que nous connaissons sont, disons-le, sclérosées par des strates de bureaucratie, des procédures qui durent des mois, voire des années, alors que des vies sont en jeu. Ici, le président a le pouvoir via l'article 3.2b de créer ou de dissoudre des comités, des missions subsidiaires en fonction des besoins immédiats sur le terrain. C'est une capacité d'adaptation en temps réel, ce qui est indispensable en gestion de crise. Mais cette agilité se fait au détriment de toute consultation? Pas du tout. Le principe démocratique d'un État, une voix est maintenue dans le Conseil. C'est l'article 3.1d qui le garantit. Le vote a bien lieu. Le pouvoir d'approbation finale du président n'est pas là pour annuler la démocratie, mais pour assurer une cohérence stratégique et une rapidité de décision. Dans les questions de paix et de sécurité, l'indécision et les blocages politiques coûtent des vies.
Cette structure, elle est conçue pour l'action, pour éviter les marchandages sans fin qui paralysent d'autres organisations. C'est une direction forte pour une mission vitale. Ce que vous appelez direction forte et cohérence stratégique, moi j'appelle ça une absence totale de contrôle démocratique et un blanc-seing pour l'arbitraire. Un vote qui peut être balayé d'un revers de main par une seule personne n'est pas un vote, c'est une consultation facultative. La substance même du processus démocratique est vidée. Et la gouvernance n'est pas seulement centralisée, elle est opaque. Le président nomme le conseil d'administration, dont les membres sont décrits comme des dirigeants d'envergure mondiale, mais selon ses propres critères, sans ratification, sans aucun contrôle. C'est l'article 4.1. C'est encore lui qui nomme le directeur général de ce conseil, article 4.1c. Et l'article 10.2 est peut-être le plus extraordinaire. Il donne au président le pouvoir de dissoudre l'organisation tout entière quand il le juge nécessaire ou approprié. C'est un pouvoir exorbitant du jamais vu. Vous parlez de la fonction présidentielle comme d'une abstraction, mais il faut bien qu'elle soit incarnée par quelqu'un. Justement, et c'est là que nous touchons au cœur du problème. Ce pouvoir n'est pas confié à une fonction abstraite, mais à une personne nommément désignée dans le texte. L'article 3.2a stipule que le premier président de ce conseil est Donald J. Trump. Ce n'est plus une question de structure institutionnelle, là. Nous parlons d'un pouvoir immense confié nommément à une figure politique spécifique, connue pour son style de gouvernance très personnel. Ça change toute la perspective, on ne peut plus analyser ce texte comme un simple modèle théorique. Attendez, vous voulez dire que la charte nomme explicitement une personne? Une personne, Pas une fonction, mais bien un individu. c'est pour le moins inhabituel dans un traité international. C'est plus qu'inhabituel, c'est un point de bascule. Ça personnalise nos pouvoirs à un degré extrême et ça ancre l'organisation non pas dans des principes, mais dans la volonté d'un seul homme. Le risque d'arbitraire devient alors immense. Les décisions pourraient dépendre de considérations personnelles ou politiques, plutôt que d'un consensus international mûrement réfléchi. D'accord. Je reconnais que cette clause est surprenante et qu'elle mérite un examen attentif. Cependant, je crois qu'on se focalise trop sur la structure du pouvoir en oubliant le principe qu'il régule à la base, le volontariat. Personne n'est contraint. Ce conseil est une coalition de ceux qui veulent agir, qui partagent les mêmes objectifs. C'est ce qui le rend fondamentalement différent. Le financement lui-même repose sur ce principe. L'article 5.1 est clair, les contributions sont volontaires, il n'y a pas de quote-parts obligatoire. Mais ça ne crée pas une instabilité financière chronique, ça? Au contraire, ça garantit que seuls les États véritablement engagés participent activement, y compris financièrement. C'est un modèle de partage des charges, comme l'évoque le préambule, qui est à la fois juste et responsabilisant. On ne force pas un pays à payer pour une mission à laquelle il ne croit pas. Cette liberté d'entrée, de participer au cas par cas et de se retirer, eh bien ça crée un niveau d'engagement beaucoup plus authentique, beaucoup plus solide que les obligations contraignantes, souvent mal respectées, qu'on trouve dans d'autres systèmes. C'est un club de membres actifs et motivés, pas une assemblée de spectateurs contraints. Je suis d'accord avec vous sur le diagnostic, la paralysie de certaines institutions est un vrai problème. Mais la solution proposée ici, un pouvoir quasi monarchique, est pire que le mal. Et ce volontariat que vous décrivez comme si vertueux est en réalité profondément biaisé. Il instaure une alliance à deux vitesses. Vous parlez d'un partenariat d'égaux, mais peut-on vraiment parler d'égalité quand on lit attentivement l'article 2.2c ? Cet article y stipule que la limite de mandat de 3 ans, renouvelable à la discrétion du président, ne s'applique pas aux États membres qui versent une contribution de plus d'1 milliard de dollars la première année. C'est une incitation pour s'assurer d'un financement de départ robuste. C'est essentiel pour lancer des opérations d'envergure. Appelons les choses par leur nom. C'est la possibilité d'acheter un statut de membre permanent. Ça crée une hiérarchie flagrante. D'un côté, une élite de nations riches, capable de s'offrir une influence durable et un siège permanent à la table. De l'autre, la majorité des pays dont le sort dépendra du bon vouloir du président tous les 3 ans. Quels pays peuvent se permettre de débourser une telle somme? Une poignée tout au plus. Ce n'est pas un partenariat, c'est un système où la puissance financière achète un statut politique privilégié. L'égalité souveraine des États, qui est quand même un principe cardinal des relations internationaux, est ici bafouée. Mais chaque membre conserve une voix, qu'il ait payé 1 milliard ou 5 000 $. Le principe de vote n'est pas altéré par la contribution financière. La voix est peut-être la même, mais le statut ne l'est pas. Un membre permanent a une influence et une sécurité que les autres n'ont pas. Et pour être bien sûr que personne ne puisse contester ce système, l'article 12 est catégorique. Aucune réserve n'est autorisée lors de la ratification de la charte. C'est un paquet à prendre ou à laisser.
Les États sont contraints d'accepter ce système inégal dans son intégralité ou de rester à l'écart. Où est le volontariat là-dedans? C'est une forme de coercition qui contredit l'esprit même d'un engagement libre et éclairé. Je vois l'argument, mais je pense qu'il faut replacer ce conseil dans son contexte. Il ne prétend pas remplacer l'ordre mondial existant, mais le compléter. C'est une force d'appoint, conçue pour intervenir avec des solutions sensées et un jugement pragmatique, là où les structures traditionnelles ont échoué ou sont trop lentes. Il n'a pas vocation à se substituer à l'ONU, mais à offrir une alternative quand l'ONU est bloquée. C'est dans cette optique qu'il faut comprendre l'article 6, qui lui confère une personnalité juridique internationale. Ce n'est pas un outil de domination, c'est une nécessité pratique pour être efficace. Une nécessité pratique qui risque d'avoir des conséquences désastreuses? Comment une organisation peut-elle agir sur le terrain si elle ne peut pas signer de contrat, employer du personnel, acheter du matériel ou posséder des biens? Cette personnalité juridique est la condition sine qua non de toute mission de paix concrète. Il ne s'agit pas de créer une menace, mais un outil performant capable d'apporter des résultats là où d'autres n'ont produit que des résolutions sans lendemain. C'est du pragmatisme, voilà. Mon angle d'attaque est différent. La création d'une structure parallèle aussi puissante, dotée de son propre statut juridique et, surtout, comme on l'a vu avec l'article 7, de ses propres règles d'interprétation souveraines, ne peut qu'engendrer la fragmentation du droit international. Les craintes pour l'ONU que la presse rapporte ne sont pas de la paranoïa, elles sont parfaitement justifiées. Au lieu de chercher à réformer les institutions existantes, cette initiative propose de les contourner, de les rendre obsolètes. On ne crée pas de la coopération, on crée de la compétition entre les systèmes de sécurité collective. Et ça, c'est extrêmement dangereux. Mais si le système existant est en panne, ne faut-il pas oser innover? N'est-ce pas une forme de concurrence saine qui pourrait pousser les anciennes institutions à se réformer elles-mêmes? Je ne crois pas à une concurrence saine en matière de sécurité internationale. Je crois à la coopération et au renforcement des normes communes. Or, tout dans ce texte suggère un projet qui vise moins à compléter l'ordre existant qu'à en créer un autre à côté, régi par ses propres règles. Certains détails qui peuvent paraître anecdotiques sont en fait très révélateurs. Le fait que les États-Unis soient désignés comme dépositaires uniques de la charte à l'article 11.2 ou que l'anglais soit la seule et unique langue officielle selon l'article 13.1. Pris ensemble, ces éléments renforcent l'impression d'un projet unilatéral déguisé en initiative multilatérale, conçue pour servir des intérêts spécifiques plutôt que ceux de la communauté internationale dans son ensemble. Pour résumer ma position, je vois dans cette charte une tentative audacieuse et, je le maintiens, nécessaire de repenser la consolidation de la paix. Face aux conflits qui s'éternisent et à la lenteur des mécanismes traditionnels, une approche pragmatique, flexible et fondée sur l'engagement réel et volontaire des nations est non seulement souhaitable, mais indispensable. La structure, bien que non conventionnelle, je vous le concède, est entièrement tournée vers l'efficacité et l'action. C'est une innovation qui, loin de menacer l'ordre mondial, offre une nouvelle voie qui mérite d'être explorée pour atteindre cet objectif que nous partageons tous, une paix durable. De mon côté, je conclus que cette charte, en dépit de ses objectifs affichés, met en place une architecture du pouvoir qui est l'antithèse des principes du multilatéralisme, l'égalité souveraine des États, la responsabilité et l'existence de contre-pouvoirs. La concentration extrême du pouvoir dans les mains d'un seul individu, nommé qui plus est, l'absence quasi totale de mécanismes de contrôle et le risque d'affaiblir des institutions universelles comme l'ONU représentent un danger majeur pour la prévisibilité et la stabilité des relations internationales. L'efficacité, aussi désirable soit-elle, ne peut justifier l'abandon des principes démocratiques qui sont le fruit de décennies de diplomatie. Du Conseil de la paix nous place face à une tension fondamentale, celle qui oppose la quête d'efficacité et d'action rapide au respect des principes démocratiques et de la concertation dans la gouvernance mondiale. Les arguments que nous avons échangés aujourd'hui ne font qu'effleurer la complexité de ce document, qui appelle sans aucun doute à une analyse bien plus approfondie. Merci d'avoir été à l'écoute de l'échange.